Attention, fluctuation anormale du champ de Bovis dans le générateur principal. Comment ça, fluctuation anormale? Oula, oui. Dis Hermès, je crois qu'on est décalé par rapport à notre point d'arrivée prévu. À vue d'œil, là, il nous manque un bon million de kilomètres. L'analyse préliminaire montre un décalage entre le modèle théorique de distorsion temporelle et l'effet observé. Quoi, un problème avec les équations d'Einstein? Négatif. Mais le champ de Bovis semble avoir une influence sur les sauts subluminiques. Investigation en cours. Plus d'infos sur cette fluctuation, Hermès? Négatif. Investigation en cours. Ok. Nous voilà aujourd'hui à proximité de Titan. Et il faut croire qu'il aime se faire désirer parce qu'on n'est pas les seuls à avoir galéré pour l'observer. Titan est la deuxième plus grosse lune du système solaire, derrière Ganymède, la lune de Jupiter. Et comme cette dernière, il se paye même le luxe d'être plus gros qu'une planète. En effet, Titan mesure presque 300 km de plus que Mercure. Cependant, comme il a un astre par an, ce n'est pas une planète, mais bien une lune. Mais c'est clairement l'une des lunes les plus intéressantes du système solaire, et pour cause. Titan a, sur bien des aspects, pas mal de choses en commun avec la Terre. Bon, dans une certaine mesure seulement, hein. Si vous les mettez l'une à côté de l'autre, elles n'ont pas grand-chose à voir. Mais jugez par vous-même. Dans le système solaire, seuls deux astres ont une atmosphère dense faite principalement d'azote. La Terre et Titan. Bon, évidemment, Vénus aussi a une atmosphère, mais c'est un enfer aussi bien en température qu'en pression, qui interdit la formation de pas mal de molécules complexes. Dans le système solaire, il n'y a aussi que deux astres à la surface desquels on trouve des étendues liquides. La Terre et Titan. Il n'y a aussi que très peu d'astres sur lesquels on trouve de l'eau liquide. Mais ils sont un poil plus nombreux. La Terre et quelques objets mineurs hébergeant un océan souterrain comme Cérès, Europe ou Encelade. Et Titan. Tout ceci mène les exobiologistes à penser que parmi tous les candidats à la vie extraterrestre dans le système solaire, Titan est en bonne place. Mais avant d'en parler, un peu de contexte. En 1655, Christian Huygens, dont on a déjà parlé notamment pour ses observations de Saturne, se dit que si Galilée a trouvé des satellites à Jupiter, il y a peut-être moyen de trouver des trucs autour de Saturne aussi. Le 25 mars, il observe un point à côté de la géante. Il est loin d'être le premier à le voir, mais tous ses prédécesseurs l'ont pris pour une étoile en arrière-plan. Il est le premier à le répertorier, encore et encore, de manière presque obsessionnelle d'ailleurs, puisqu'il va en relever 68 orbites en 4 ans, afin de lui déterminer la trajectoire la plus précise possible. Il l'appellera tout simplement la lune de Saturne. Mais quand quelques années plus tard Cassini en trouvera 4 autres, Titan se verra affublé d'un numéro. Il faudra attendre 1847 pour que John Herschel propose de leur donner des noms de titans, puisque dans la mythologie grecque, les titans sont les fils de Chronos, de Saturne donc. On les nomme donc Japet, Rhea, Thétis, Dionée, Mimas et Encelade. Mais faut croire que pour Titan, ils avaient plus d'inspiration. Oh ils sont beaux tes chiens, comment ils s'appellent? T'as Milou, Pluto, Snoopy, Lassie et chien. Bref, il faudra attendre 1907 pour que l'espagnol José Comas y Sola annonce que Titan est plus sombre sur les bords qu'au milieu. Et qu'en 1940, Gerhard Kuiper en déduise qu'il possède une atmosphère. La première visite qu'on en a fait date de 1979, avec Pioneer 11. Mais la sonde est passée relativement loin et n'a pas fourni d'images très détaillées.
L'année suivante, c'est au tour de Voyager 1 de la survoler, mais sa trajectoire à elle est spécialement calculée pour survoler la Lune au plus près. Seulement, l'atmosphère de Titan est très dense, beaucoup plus que prévu, et Voyager n'est pas équipée d'instruments capables de la percer. Quant à Voyager 2, elle survole bien Saturne, mais ne passe pas à proximité de Titan. C'était soit ça, soit Uranus et Neptune. Et comme la Lune avait déjà été survolée par sa frangine Voyager 1, il a été décidé de l'envoyer vers d'autres cibles. La mission qui nous en apprendra le plus sur cet astre, et qui s'est achevée il n'y a pas si longtemps, c'est Cassini-Huygens. Et si la mission porte le nom de 2 astronomes et pas d'un, c'est parce qu'elle était constituée de 2 sondes. L'orbiteur Cassini, développé par la NASA, et l'atterrisseur qui était accroché après, développé par l'ESA et qui portait le nom de Huygens. C'était une petite sonde de 350 kg qui est aujourd'hui encore l'atterrisseur le plus éloigné de la Terre, même s'il marche plus. Bon, faut dire qu'il n'était pas fait pour fonctionner bien longtemps non plus. Quand Cassini a décollé fin 97, Huygens était accroché à son flanc et ne se mettait en route que de manière très occasionnelle, une fois tous les 6 mois en fait, pour effectuer un contrôle des systèmes avant de se remettre en veille. Après un voyage de 7 ans, Huygens est finalement largué par Cassini en décembre 2004 et atteint son objectif le mois suivant. D'ailleurs, la mission a bien failli faire un flop monumental pour une connerie. Mais heureusement, elle a bien fonctionné grâce à 2 ingénieurs. Huygens est une sonde trop petite et trop peu puissante pour transmettre ses relevés directement sur Terre. Elle doit donc les envoyer à Cassini qui les relaie ensuite grâce à son antenne de 4 mètres. Seulement voilà, Claudio Solazzo et Boris Metz, ingénieurs au centre de communication de l'ESA en Allemagne, se rendent compte qu'aucun test de communication n'a été fait en conditions réelles. Cassini est capable de faire le relais, elle a été conçue pour ça. Mais elle va devoir larguer Huygens longtemps en avance, au point qu'au moment où la petite sonde va transmettre ses données, Cassini aura une vitesse relative par rapport à elle tellement élevée qu'il faudra tenir compte d'un décalage de la transmission à cause de l'effet Doppler. Or, si on fait le test et qu'on demande à Cassini de relayer des données comme ça a été prévu lors des tests au sol, ça fonctionne. Mais si on lui envoie les données en simulant le petit décalage dû à la vitesse entre les 2 sondes, là ça merde. Le récepteur de la sonde est capable d'encaisser ce décalage, mais son logiciel, lui, il n'est pas prévu pour. Et le problème, c'est que la sonde est déjà très loin et qu'elle n'est pas capable de faire une mise à jour. Le logiciel est hard-coded. Donc qu'est-ce qu'on fait ? La seule solution a été de larguer Huygens 1 mois plus tard que prévu. De cette manière, en descendant sur Titan, ces transmissions se sont faites perpendiculairement à la trajectoire de la sonde, annulant le plus gros de l'effet Doppler, et la transmission est passée. Enfin, la moitié. Ouais, parce que la sonde avait 2 canaux de transmission, chacun envoyant la moitié des données. Le canal A envoyait les mesures de vitesse des vents, ainsi que la moitié des images. L'autre moitié passait par le canal B. Mais Cassini, toujours elle, n'ouvrit jamais le canal A. L'ESA avait merdé dans le codage de son logiciel. Quand celui-ci avait été livré à la NASA pour être implanté à la sonde, il lui manquait la commande d'ouverture du dit canal. C'est ballot, Résultat, sur les 700 clichés pris par la sonde, 350 ont été ignorés par l'orbiteur, de même que les mesures de la vitesse des vents. Bon, on a quand même une estimation de ceci grâce à des mesures Doppler faites depuis la Terre, mais sacrément moins précises que celles qu'aurait faites Cassini. N'empêche que une dizaine de km/h les vents. Voilà. Bref, nous sommes donc en décembre 2004 et Huygens est largué par Cassini. Le 25 décembre, les ingénieurs au sol vérifient que tout est en ordre, son horloge est programmée pour réveiller l'engin 15 minutes avant son entrée dans l'atmosphère de Titan, et c'est le seul système qui tournera à bord pendant les 22 jours de son approche. Et ouais, Huygens n'a ni panneau solaire ni générateur d'aucune sorte, que des batteries. Donc il faut faire des économies de jus. Le 14 janvier 2005, Huygens sort de son sommeil comme prévu avant de pénétrer l'atmosphère de Titan à 11h13. 5 minutes plus tard, alors qu'elle tombe encore à presque 1500 km/h, elle largue son bouclier arrière et déploie son parachute pilote, suivi quelques secondes plus tard par le parachute principal. Dans la foulée, le bouclier avant est largué lui aussi. La minute suivante, les instruments de la sonde sont mis en route. À 11h34, alors qu'elle est encore à 125 km d'altitude, Huygens largue son parachute principal et déploie un parachute de descente plus petit.
Je l'ai dit, la sonde marche sur batterie, et si elle était restée accrochée sous son parachute principal, elle serait descendue trop lentement pour toucher le sol avant d'être en panne. À 60 km d'altitude, la sonde se sert d'un altiradar pour déterminer elle-même à quelle altitude elle se trouve. À 1 km du sol, elle allume un projecteur pour voir où elle va. Non pas qu'elle puisse se diriger puisqu'elle est simplement sous un parachute, mais l'atmosphère de Titan est tellement dense qu'elle ne laisse même pas passer le soleil. Les ingénieurs ont affirmé que photographier la surface de l'astre revenait à photographier de l'asphalte la nuit. À 13h34, après 2h30 de descente, la sonde touche enfin le sol à environ 6 mètres secondes. L'impact est souple, ce qui laisse supposer que le sol de Titan est sableux, voire même boueux. 1h10 plus tard, Cassini, le relais de Huygens, passe sous l'horizon. Huygens continuera à transmettre, mais sans personne pour recevoir les données, avant de tomber en panne de batterie et de s'éteindre définitivement. Et c'est seulement à presque 17h et jusqu'à 19h que le centre de contrôle de l'ESA à Darmstadt en Allemagne recevra les premières données de Cassini qui se trouvent à plus d'1 heure-lumière de là. Et donc ces données, qu'est-ce que ça donne ? Déjà, reparlons un peu de cet atterrissage. Il s'est avéré plus doux que prévu et des éclaboussures sont venues saloper l'objectif de la caméra qui pointait vers le bas. À ça, 2 explications possibles. Soit le sol est boueux à cet endroit-là et l'objectif a bel et bien été éclaboussé, soit le sol est très meuble et l'atterrisseur s'est un peu enfoncé. Ou les deux. Et ceci s'explique peut-être bien par les analyses de l'atmosphère. Pourquoi celle-ci est aussi épaisse et orange ? C'est là que ça devient intéressant. À la surface de Titan, la pression est 1,5 fois celle qu'on trouve sur Terre au niveau de la mer, avec une atmosphère quasi exclusivement constituée d'azote. Autrement dit, ça ressemble pas mal à chez nous quand même. Là où ça diffère grandement, c'est sur les températures. Moins 180 degrés au niveau du sol et jusqu'à moins 200 degrés à 40 km d'altitude. À ces températures, l'eau ne se sublime pas, elle reste à l'état solide. Et c'est elle qui constitue la plus grande partie de la croûte de la Lune. Les galets que vous voyez à sa surface, ce sont des galets d'eau, tellement froide qu'elle est aussi dure que la roche. Mais ce sont des galets, c'est-à-dire des roches érodées. L'atmosphère de Titan est faite de 98% et demi d'azote, mais le pourcent et demi qui reste, c'est principalement du méthane. Or, ce méthane, quand il se retrouve dans les hautes couches de l'atmosphère, il est dégradé par les rayonnements UV du Soleil. En effet, Titan n'a pas de champ magnétique propre. Elle est partiellement protégée par celui de Saturne, mais elle en sort souvent, s'exposant ainsi aux vents solaires. Et ces vents solaires vont casser les molécules de méthane, et les basses températures vont lui permettre de se réassembler en tout un tas d'autres hydrocarbures. Ces molécules, plus lourdes, retombent sous forme de brume brun-orangé et donnent à l'atmosphère sa purée de poids impénétrable. C'est ce qu'on appelle des tholins. Vous vous rappelez de l'expérience de Miller-Urey ? On en a déjà parlé. Ce sont 2 chercheurs qui ont pris une grosse ampoule, ils y ont mis ce qu'on pense être l'atmosphère primitive de la Terre, ils l'ont soumise à des décharges électriques, et en quelques heures, ils avaient des composés organiques. C'est en gros ce qui se passe dans l'atmosphère de Titan. Et cette brume tombe lentement à la surface de la Lune en formant une espèce de bouillasse qui ressemble à un bitume et qui donne les zones sombres à sa surface qu'on prenait d'abord pour des mers d'hydrocarbures. Alors, il y en a bel et bien, mais un peu moins qu'on pensait. Mais ça, par exemple, c'est la plus grande mer extraterrestre connue, la mer du Kraken. Ouais, alors autant sur la Lune ou Mars, les mecs restent un poil sérieux, autant sur le système solaire extérieur, pour les noms, ils se lâchent. C'est une mer de plus de 1000 km remplie de méthane, d'éthane et d'azote liquide. Ah oui, parce que j'oubliais, dans cette atmosphère de bouillasse d'éléments chimiques organiques, il pleut aussi. Du méthane liquide, mais il pleut. Et c'est lui qui forme rivières et fleuves et qui érode la surface de Titan. C'est comme le cycle de l'eau terrestre, mais avec du méthane. Titan est un astre géologiquement vivant, au point qu'on ne trouve à sa surface que de rares vestiges d'impact d'astéroïdes. On trouve aussi quelques possibles cryovolcans, c'est-à-dire des volcans crachant du méthane, ce qui explique qu'on en trouve dans l'atmosphère, mais aussi peut-être de l'eau. En effet, les relevés radio de Cassini associés aux mesures de la gravité de Titan montrent que la Lune est trop légère pour être constituée uniquement de roches.
Elle a bel et bien un noyau rocheux, peut-être même pas complètement refroidi d'ailleurs, mais surtout un manteau de glace avec très probablement un océan d'eau maintenu à l'état liquide par une forte concentration de sel et d'ammoniac. On pense aussi qu'en cas d'impact d'astéroïde à sa surface, la croûte de glace pourrait fondre localement et rester liquide plusieurs siècles grâce à la chaleur de l'impact et la pression atmosphérique. Prenez cette soupe, mélangez-y tous les composés organiques évoqués précédemment, et on ne sait pas. Si sur Terre la vie est apparue dans l'eau, c'est parce que l'eau est un excellent solvant. C'est-à-dire que vous pouvez y dissoudre d'autres composés chimiques et les faire réagir entre eux sans trop de difficultés. Et les réactions chimiques complexes, c'est indispensable à la vie. Or, vous savez qui est un excellent solvant aussi ? Le méthane. Ajoutez la présence d'azote et d'hydrogène, et il serait possible que ce mélange absolument mortel pour toute forme de vie basée sur l'eau puisse héberger des réactions chimiques suffisamment complexes pour qu'on parle, peut-être pas de vie, mais au moins de chimie prébiotique. Sauf que le méthane est quand même un moins bon solvant que l'eau. Donc, est-ce que c'est possible ou pas ? On ne sait pas. Mais une idée serait bien évidemment d'aller voir sur place. Alors, c'est bel et bien ce qu'on a fait avec Huygens, mais la sonde n'était pas équipée pour rechercher la moindre trace de vie. Donc, pour en avoir le cœur net, faut y retourner. D'autant que si le méthane ne donne rien, il reste encore l'eau sous la surface. Même si niveau exploration, là c'est autrement plus compliqué. Seulement, je vous l'ai dit tout à l'heure, Titan est l'astre le plus lointain dont on ait exploré la surface. Parce que Titan, c'est foutrement loin. 1,5 milliard de kilomètres. Ça rigole pas. Après le succès de Cassini-Huygens, la NASA et l'ESA ont décidé de recollaborer pour la mission TSSM, pour Titan Saturn System Mission. Beaucoup plus ambitieuse que Cassini-Huygens, elle devait embarquer un orbiteur, une montgolfière et un atterrisseur. Mais le projet a été abandonné en 2009. 2 ans plus tard, la NASA remet le couvert et recycle l'atterrisseur dans la mission Titan Mare Explorer qui sera aussi abandonnée. Pourquoi je vous parle de mission abandonnée ? Parce qu'en ce moment, le projet d'exploration de Titan tourne autour de la mission Dragonfly. Dans le genre ambitieux, là, on est pas mal. Dragonfly est un drone de 450 kg avec 4 hélices de 1 mètre chacune. En même temps, l'atmosphère est dense et la gravité faible, donc ça va. Bref, le drone est censé voler sur 8 km, analyser l'atmosphère, se poser, et pendant qu'il recharge ses batteries avec un générateur à radioisotope, analyser le sol. Bien évidemment, à plus d'1 heure-lumière de distance, hors de question de le piloter. Il devra donc se démerder tout seul et fonctionner comme ça pendant presque 3 ans. Alors, dit comme ça fait envie, mais la sonde doit théoriquement décoller en 2026, avec une arrivée prévue en 2034. Mais 2026, c'est encore loin, et il peut se passer beaucoup de choses d'ici là au niveau du budget de la NASA. Donc vendons pas le poisson avant d'avoir tué la peau de l'ours. Je suis à peu près certain que cette expression est erronée. Mais si on considère le système solaire extérieur, Titan reste, avec Europe, une cible prioritaire. Europe pour l'étude de l'eau qui jaillit de ses geysers et dans laquelle on espère trouver des traces de vie, et Titan pour son atmosphère qu'on estime toujours très proche de ce à quoi ressemblait la Terre primitive. Et je vous rappelle qu'avant que les cyanobactéries ne fabriquent de l'oxygène, notre atmosphère à nous aussi contenait beaucoup de méthane. Est-ce que la vie sur Terre est apparue grâce à la dégradation de celui-ci en composés organiques qui ont ensuite été mêlés aux océans ? L'exploration de Titan ne nous le dira pas forcément. Mais elle pourrait quand même apporter quelques réponses intéressantes à cette question. Hermès, ça donne quoi cette histoire de fluctuation dans le générateur ? La cause du phénomène est pour le moment impossible à déterminer. Celui-ci ne semble néanmoins pas représenter un problème majeur pour les sauts subluminiques. Je dois juste ajuster mes marges de sécurité. On va pouvoir continuer la balade alors. En attendant, levez les yeux au ciel et soyez astronogeeks. À la revoyure.